Je pense que maintenant, tout le monde a dû arriver Ouais, en vas-y, puis un, ça. un grand nombre. Donc, Emmanuel, tu mets les pendules à zéro et on démarre. Vas-y, c'est parti. Alors, bienvenue à tous, hein, au nom du GP41. Je suis très content de vous accueillir pour ce dernier rendez-vous de l'année. Aujourd'hui, donc, le rendez-vous sera placé sous le signe de la crise énergétique, puisque c'est d'actualité. Je pense que tout le monde le vit de plus ou moins près, mais que ce soit à la maison, dans son entreprise ou lorsqu'on rencontre ses amis, la crise énergétique fait l'objet de nombreux commentaires. Et donc, nous avons souhaité, pour ce dernier rendez-vous, traiter de la façon dont les entreprises devront s'adapter à cette donne, à cette crise qui, malheureusement, n'est pas une crise uniquement conjoncturelle, mais qui répond, enfin, qui est certainement structurelle, comme va nous l'expliquer Jérôme Cuny. Alors, dans l'ordre où vous découvrez les différents intervenants, moi-même qui ouvre simplement pour lancer la discussion, ce sera suivi par Philippe Lévesque qui va nous présenter la carte heuristique. Puis nous aurons Jérôme Cuny, qui est président fondateur de IDH 21, qui est aussi conférencier, auteur de nombreux ouvrages traitant de la problématique des crises et de l'adaptation de nos sociétés à ces changements. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Mathieu Barbeau, qui est directeur à la CCI des Hauts-de-France, qui viendra plus particulièrement nous expliquer ce que font les CCI en général et celles de la CCI Hauts-de-France en matière d'accompagnement des entreprises. Et enfin, nous aurons un témoignage riche en la matière d'adaptation des entreprises et en particulier de la fonderie, un secteur énergétique, un secteur de forte consommation énergétique, en la personne d'Yves Noireau, qui est le directeur donc général des fonderies Sougland et qui nous fera part de son témoignage. Philippe, si tu peux prendre la main, je pense, Emmanuel, nous sommes prêts au niveau Avec grand technique. plaisir. Alors, à la main, donc au clavier, Emmanuel. Merci à toi, Emmanuel. Donc, je vais vous présenter une carte heuristique. En fait, ça part d'un constat relativement simple, c'est qu'il est très compliqué pour un chef d'entreprise de Alors, attends, pouvoir faire je dirais, le tour de toutes les aides dont il peut éventuellement être éligible. Donc, l'une des idées donc, de notre bureau était de dire, trouvons une solution pratico-pratique. Donc, en un document, quelque chose qui nous permette à la fois d'avoir l'information, mais surtout d'avoir les modifications de l'information et toujours en temps réel. Et donc, l'une des solutions qui a été proposée était d'avoir une carte avec des liens hypertextes. Donc, cette fameuse carte, elle est au format A3, elle est en format PDF, on peut zoomer dessus et on a tous les types d'ailes. On n'a pas le temps d'explorer toute la carte parce qu'elle est vaste, mais sachez quand même que vous avez des dispositifs qui sont des rappels, par exemple, de la taille, de la maturité de votre entreprise, les aides des CCI, les aides du gouvernement, et tout particulièrement aujourd'hui, alors nous sommes en version 4C, hein, donc on a eu des évolutions majeures. La version 4 est une version qui intègre tous les dispositifs et quelques grappes et quelques briques techno. Et puis, tout particulièrement pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, puisque c'est le thème du jour, nous sommes sur les précarités énergétiques. Et dans ces précarités énergétiques, il y avait deux cas de figure. Le premier qui nous intéressait était les sociétés fortement utilisatrices d'électricité, donc vous l'avez à la partie à droite, et vous avez la nouvelle information du gouvernement avec le décret qui vient de paraître, qui est l'amortisseur électricité. Donc, vous avez sur cette carte la possibilité d'aller directement sur le site, vous cliquez sur le petit globe, ce que va nous faire notre ami Emmanuel. Sachez que vous devez quand même autoriser le lien vers l'hypertexte et vous arrivez directement sur le site du gouvernement et vous pouvez simuler cet amortisseur d'électricité. Alors, comme on l'évoquait et comme nous l'avons évoqué récemment dans différentes conférences, aujourd'hui, le coût de l'électricité n'est plus un coût marginal, c'est un coût qui peut impacter directement la survie, voire même l'équilibre de l'entreprise. Donc, il y a un simulateur qui vous permet, si tu marques commencer, voilà, vous mettez donc la consommation électrique, le prix moyen en 2023, dans le contrat qui est hors forfait et autres, et on obtient immédiatement la simulation. Alors, on ne va pas aller plus loin sur cette aide, mais sachez quand même qu'elle est d'importance, elle est stratégique, elle est même pour quelques-uns
d'entre nous ou d'entre vous vitale. Cette carte est à la disposition de tous les camarades ingénieurs arts et métiers, mais aussi toutes les entreprises. Donc, elle est à diffusion libre. Elle est chartée arts et métiers alumni, parce que ça, on y tient. Moi, j'ai le plaisir, donc, avec les membres du groupe et du bureau, de vous la mettre à jour régulièrement. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit directement si vous êtes ingénieur arts et métiers avec le GP, soit sinon, si vous êtes en dehors, revenez vers nous, vers Robert, vers Emmanuel, vers moi-même ou David, mais revenez vers nous avec des informations qui pourraient être susceptibles d'être mises à jour dans cette carte. Voilà. Donc, le lien du drive est celui-là, et Emmanuel va nous mettre à jour la dernière carte, la Elle est 4C mise, de ce matin. je viens de la mettre C'est parfait. et le drive donne accès au répertoire. Donc, dans les fichiers qu'on met, on retrouve la version B, la version C. Là. Et comme le rappelle, donc, l'a rappelé donc, notre président Robert, le but d'Ingénieurs et Territoires, en fait, c'est d'œuvrer et de faciliter le quotidien des entreprises. C'est notre raison d'être. Je pense que nous sommes tous des acteurs de territoire et nous sommes au service d'eux. Donc la carte n'est que le reflet d'un service qu'on rend, qui est celui de dire quelles sont les aides auxquelles vous pouvez être éligible, comment je m'y retrouve dans cette myriade d'aides. Donc tant mieux qu'il y en ait autant, mais maintenant on a des simplifications et on doit vulgariser cette information. Donc voilà l'objet de cette carte mentale. À toi, Robert. Merci Philippe. Je ne vais pas garder la main longtemps. Je pense maintenant, c'est le tour de Jérôme Cuny. Donc, comme je l'ai dit, président fondateur de IDH 21, conférencier émérite, auteur de nombreux ouvrages. Je pense que la liste serait longue. Je préfère que Jérôme poursuive par sa présentation, qui à chaque fois suscite de nombreux commentaires ou interrogations. Donc, je pense que la crise que nous subissons aujourd'hui, en quelques mots, n'est pas, comme je l'ai dit, une crise très conjoncturelle, mais plutôt structurelle, et que le régime dans lequel nous avons vécu ces décennies avec des énergies fossiles abondantes et peu coûteuses est derrière nous, et que l'avenir se présente d'une façon tout à fait différente. Jérôme va nous expliquer ceci en quelques slides. À toi, Jérôme. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Robert. Donc, comme Robert l'indiquait, en fait, c'est juste une petite introduction très courte que je vais vous faire pour replacer en fait la crise qu'on vit actuellement dans un contexte un petit peu plus large. Juste pour me présenter très rapidement, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, IDH 21, en fait, je fais de la sensibilisation, de l'analyse et de la redirection pour les entreprises qui souhaitent s'aligner sur les limites planétaires et qui ont conscience, entre autres de ce que je vais vous présenter, que des contraintes sur l'énergie et l'accès aux matières premières va devenir de plus en plus fort, et que plus on s'y prendra tôt, plus les entreprises pourront s'adapter et rester pérennes sur le long terme. Voilà. Et juste slide suivante, et comme le disait Robert, en fait, je publie pas mal d'études, une sur la réindustrialisation qui a donné lieu à un livre qui vient de sortir en octobre, où je présente un peu une nouvelle définition de la relocalisation et qu'est-ce que cela implique, et montrer que ce n'est pas juste une volonté politique, mais il y a aussi énormément de contraintes physiques. Et je travaille sur des choses aussi comme les changements de comportement. Et je sors en janvier une étude sur le découplage entre le PIB et les émissions de CO2 sur les 30 dernières années en Europe, où je montre par exemple que la seule diminution effective des émissions de CO2 est arrivée entre 2007 et 2014. Entre 2007 et 2014, 80% de la diminution des 30 dernières années est sur cette période, et n'a eu lieu que parce que la croissance était largement en dessous de 1%. Ça n'est pas que des bonnes nouvelles, mais je pense que c'est important d'avoir une bonne image de ce constat. Et vous verrez que c'est complètement cohérent avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Slide suivante, s'il vous plaît. Non, mais ça va. Merci beaucoup. Donc, comme l'a été expliqué dans l'introduction, il va être discuté encore après. Clairement, chacun d'entre vous, en fonction de votre entreprise, subissez, j'imagine, un peu comme tout le monde, cette explosion des prix de l'énergie qui sont arrivés pendant le Covid en partie, mais qui ont particulièrement explosé avec la suite de la guerre en Ukraine, qu'on voit aussi bien dans le pétrole que dans le gaz. Ici, je vous montre les prix à court terme, même si les prix sur les contrats plus long terme
sont un petit peu plus faibles. On reste à des tarifs aujourd'hui 3 à 4 fois au-dessus d'avant la guerre et même avec les contrats long terme, on restera à un ordre de 2 à 3 fois plus élevé. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est une crise et qu'on va rester sur un événement qui devrait durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on l'espère le plus court possible et qui reviendrait à une sorte de normal avec des tarifs, comme vous le voyez sur le gaz, où on était plus autour de 20-30 euros du mégawattheure avant 2019-2020. Mais malheureusement, que ce soit dans le gaz ou dans le pétrole, en fait, cet événement, même s'il est associé à un événement géopolitique précis, s'inscrit en fait dans une dynamique plus générale. Est-ce que je peux vous demander la slide suivante, s'il vous plaît? En fait, si on remonte un tout petit peu, dès 2018, M. Pouyanné, le PDG de Total, indiquait clairement dans une interview, après 2020, on risque de manquer de pétrole. Je vais m'intéresser un petit peu un peu plus au pétrole ici, mais en fait, les tendances sur le gaz sont à peu près du même ordre. Alors, M. Pouyanné n'est pas un voyant, il a juste accès à des chiffres auxquels vous avez également accès, qui lui montrent clairement que l'investissement dans le oil and gas upstream, donc toute la phase exploration, s'est en fait écroulé après la crise de 2014-2015 sur les prix du pétrole qui s'étaient effondrés. Et en fait, cela fait presque 7-8 ans maintenant que l'exploration pour aller trouver en fait des nouvelles ressources de gaz ou de pétrole ont énormément diminué, voire de presque un tiers, voire presque de moitié, même si elles remontent doucement. Bon, la crise du Covid n'a pas aidé. Et étant donné que le développement d'un champ va prendre 5-6 ans dans une version très optimiste, mais voire jusqu'à 10 ans, c'est pour ça que M. Pouyanné était capable de faire une prédiction et dire que dès 2020, il y aurait un manque de pétrole. À ce moment-là, on peut se dire, bon, bah, les explorations vont reprendre à un moment, les investissements vont reprendre et on aura à nouveau du pétrole. Sauf que gardez en tête que Total, entre autres, l'exprime énormément, c'est qu'ils sentent bien que le souhait de décarbonation de l'énergie généralisée dans le monde et entre autres dans les pays d'Europe ne va pas pousser à une surconsommation, même s'il n'y a pas vraiment de déclin pour l'instant. Et donc, ils essayent de se positionner de plus en plus sur les renouvelables. Donc, est-ce que les niveaux d'engagement financier dans l'investissement de l'exploration reviendront à l'avant 2015, donc les chiffres autour de 700-800 milliards de dollars US par an? Rien n'est moins sûr. Mais voilà, c'est possible, mais il y a quand même de forts doutes. Si je peux vous demander la slide suivante. Il y a de forts doutes parce que de toute façon, il y a potentiellement même un problème, non seulement sur ce qui est investi dans l'exploration, mais aussi sur ce qui est déjà en place et sur le potentiel de tous les pays qui sont les plus gros producteurs dans le monde. En fait, il faut prendre en compte des choses comme des annonces aussi fortes que celle qu'a fait l'Arabie Saoudite cet été, qui a annoncé d'elle-même qu'elle attendait son pic de production dès 2027. Donc l'Arabie Saoudite n'est pas le seul producteur au monde, vous le savez tous, mais on a tous l'image de ce pays comme étant un des premiers producteurs au monde et étant un de ceux qui auraient pu nous donner un peu de marge de volume de production. Ils ont tout de suite cassé cette ambition puisqu'ils nous annoncent que leur pic de production arrive avant la fin de la décennie, donc dans 5 ans. Au passage, le PDG d'Hallyburton, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est une société qui fournit énormément d'équipements dans l'exploration pétrolière et qui a été énormément impliquée dans l'exploration du pétrole de schiste aux États-Unis et qui a clairement annoncé que la croissance extraordinaire qu'il y a eu depuis 2010-2011 aux États-Unis sur le pétrole et le gaz de schiste arrivait doucement à son terme avec un pic qui arriverait potentiellement autour de 2030, potentiellement même avant, à voir. Mais en fait, il y avait déjà des signes qui nous le montraient, sans vous faire tout un développement sur l'aspect financier un peu fragile de ce secteur. Clairement, on voit aussi un pic qui arrive très prochainement, 2030, je tiens juste à dire 8 ans, c'est très court quand on réfléchit en termes d'énergie. Donc tout ça nous amène à des annonces un peu isolées, sauf que, slide suivante s'il vous plaît, une étude nous montrait dès 2018, par le Shift Project, que plus, alors je tiens à préciser, parce que certains peuvent avoir une image un peu biaisée sur le Shift Project, il se base sur des données fournies par Rystad Energy, dont je peux vous assurer que c'est une des références les plus sérieuses en termes de collecte de données sur les énergies, entre autres fossiles.
et sur les réserves et sur les productions des pays. Dès 2018, cette étude montrait que plus de la moitié des pays fournisseurs de pétrole pour l'Europe verront leur production décliner dans la décennie en cours. Donc, c'est-à-dire que dans les années 2020, tous les pays dont vous voyez la liste ici verront leur production décliner. Cette étude étant sortie avant l'annonce de l'Arabie Saoudite, donc en fait, vous pouvez rajouter les 7% supplémentaires de l'Arabie Saoudite qui sont aujourd'hui en tendance inquiétante à l'époque et qui maintenant, on sait clairement, vont être en déclin. À nouveau, je vous présente le pétrole, mais sachez que des études, le gaz était un peu moins populaire, il avait pris beaucoup en popularité dans les 5-7 dernières années, mais le gaz présente, semble-t-il, des risques à peu près du même ordre. Il y a 2 ans, je vous aurais dit, les études parlent de 2040, les études les plus récentes parlent d'eux-mêmes d'un pic mondial de production du gaz qui sera dans les années 2030, peut-être plus proche de 2030 qu'on ne le souhaite. Donc voilà, c'était juste pour bien comprendre que cette crise, dont on va vous parler des moyens de tenter de la gérer, s'inscrit dans une tendance long terme où en fait des épisodes de ce type, soit liés spécifiquement à des événements géopolitiques ou juste à des tendances liées à la production disponible, vont nécessairement se reproduire de plus en plus souvent et de façon long terme et continue. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises doivent prendre en compte cette tendance au-delà d'un simple aspect de résilience vis-à-vis d'épisodes isolés comme on le vit en ce moment. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme. Alors je propose qu'on garde, sauf s'il y a des questions de compréhension sur un ou deux chiffres, mais qu'on garde les questions sur le fond à la fin des exposés, si vous le permettez. Je n'ai pas regardé le chat. Oui, non, sur le chat, pour l'instant, je ne. Si alors il y a une remarque ou autre de Jean-Paul, si j'ai bien compris, les productions vont être structurellement limitées. Bon, je pense qu'on peut garder peut-être la réponse pour le débat. S'il n'y a pas d'autres interventions ou discussions sur le chat, Mathieu, c'est à vous. Je vous rappelle, vous travaillez à la CCI Hauts-de-France et vous êtes directeur d'un programme qui touche à la transformation économique et à la transformation écologique. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc REF 3, c'est un nom, c'est un marqueur d'une dynamique. Ça s'appelle REF 3 parce que ça fait référence à la 3e révolution industrielle, une idée de Jeremy Rifkin qui a été à la base du lancement il y a 10 ans. Donc première révolution industrielle, charbon et télégraphe, 2e, pétrole et téléphone, 3e, énergie renouvelable et Internet. Et depuis, c'était un marqueur identitaire et un étendard qui a surmonté toutes les alternances politiques dans la région et qui allie une gouvernance à la fois conseil régional, avec Xavier Bertrand qui en fait un objectif prioritaire de sa mandature, et Philippe Hourdin, mon président de la Chambre de commerce et d'industrie sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et avec tout un ensemble d'un écosystème autour de ce REF 3, donc la transformation durable d'une région, on va dire, et l'alliance des pouvoirs publics et des pouvoirs privés. Donc, sans rentrer plus dans REF 3, la question qui m'était posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise énergétique qui, je suis d'accord, est à la fois conjoncturelle et qui augure le début d'un monde nouveau, en tout cas la prise de conscience qu'on rentre dans un autre paradigme. Donc, une des choses qu'on a faites pour vous illustrer, c'est le lancement d'une task force initiée par la Chambre de commerce et d'industrie. Une task force, c'est quoi? C'est le fait de simplement réunir toutes les forces en présence, et c'est ce qu'on a fait par 3 fois depuis septembre, avec dans cette task force tous les décideurs, on va dire, donc Xavier Bertrand pour le conseil régional, le président de la CCI, Philippe Hourdin, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la préfecture, le SGAR, mais aussi le directeur régional de EDF, Enedis, GRDF, GRT Gaz, Total, RTE, donc tous les énergéticiens majeurs qui étaient là également, plus encore le président du tribunal de commerce.
Donc, ça permet, on a proposé ça une semaine avant et on a réussi à faire cette réunion, mais je trouve ça assez fantastique de pouvoir réunir tout ce monde-là. Ça permet simplement, face à une situation de crise, de s'échanger des informations, de comprendre qui fait quoi, parce que dans une situation de crise, on sort des process habituels, forcément, tous. Et donc, un peu de coordination et d'échange d'informations permet de mieux accompagner les entreprises. Donc, échange d'informations, échange de postures, et puis création d'un dispositif d'urgence le plus possible commun, donc notamment qui se concrétise dans des numéros d'appel, numéros d'urgence, un opéré par la Chambre de commerce et d'industrie, l'autre par la Chambre des métiers et de l'artisanat, numéro de téléphone. Et ça veut dire que n'importe quelle entreprise qui n'a pas réussi à traiter son problème, sachant qu'il y a un médiateur de l'énergie, hein, on est d'accord, et puis il y a des fournisseurs qu'on peut appeler d'abord, mais en tout cas ceux qui se retrouvent tout seuls, qui ne savent même pas comment préciser leurs questions, et c'est un mécanisme qu'on avait déjà expérimenté pendant la crise de Covid, c'est important d'avoir quelqu'un au bout du fil, et donc nous décrochons. On peut passer à la slide suivante. Et donc, on a à la fois une plateforme d'appel qui s'est montée pendant le Covid avec 7 téléconseillers mobilisés sur la Task Force Énergie depuis le 20 septembre, ce qui a permis d'appeler, de faire des appels sortants pour 4700 entreprises. Alors là, c'est une vieille présentation, on est bien au-delà, mais on est à peut-être quelques milliers de plus. Mais voilà, je n'ai pas pu avoir les dernières stats. À l'époque, c'était 1300 entretiens réalisés, 550 flash diag. Alors ça, ce sont des diagnostics mis en place par CCI France. Donc ça existe dans toutes les CCI, normalement dans toutes les régions. C'est de l'autodiagnostic très simple, hein, c'est une dizaine de questions. Mais pour les entreprises qui ne se sont jamais posé la question de l'énergie, et malheureusement, il y en a. Et malheureusement, il y a des industries qui sont forts consommateurs qui ont repoussé cette question-là de traiter vraiment l'énergie. Au moins, avec quelques questions auto-administrées, elles peuvent se situer en échelle de maturité, puis demander ou pas qu'on les rappelle. Et donc, derrière, il y avait eu à l'époque, là, ça remonte d'il y a 1 mois et demi, plus de 300 mises en relation avec les conseillers du territoire, du coup. Chaque industriel a un référent énergie dans chacun des 7 territoires des Hauts-de-France, puis des experts dans mon équipe. Et puis, ça nous amène à faire des signalements. Des signalements, ça peut aller assez loin. Pendant le Covid, c'était quand il y avait on sentait une détresse forte d'un chef d'entreprise. Ça va avec cette style-là, même d'anticiper des tentatives de suicide. Hein. C'est vraiment ça, hein. Ça va jusque-là, quoi. On a aussi une direction qui fait des études de conjoncture. Donc, il y a à la fois une étude de conjoncture CCI France, mais il y en a une dédiée Hauts-de-France, qui est très, très précise et qui montre les indicateurs d'optimisme et donc de pessimisme. Avec les 2 points bas, là, on ne voit pas très bien, mais les 2 points bas, c'est vraiment pendant le Covid. C'était remonté et puis c'est redescendu très fort. Donc, ça nous permet, c'est hyper important de prendre la vraie mesure quantitative de l'état d'esprit des chefs d'entreprise. C'est pas bon du tout. La slide suivante. Avec des questions plus précises. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces slides, mais vous pourrez les avoir. Mais par exemple, on demandait aux gens, quel est le pourcentage moyen d'augmentation des coûts énergétiques depuis 2021 pour vous? C'est très, très, très hétérogène. Il y a des gens pour qui, il y a même des grosses industries qui sont encore à l'arène, qui ont la facture qui n'explose pas. Puis il y en a d'autres qui ont été obligés de renégocier. Là, ça explose. Donc, je prends juste un exemple. Dans l'industrie, 16%, pour 16% des entreprises, le coût a été multiplié par 5. Slide suivante. Mais c'est hétérogène. Et la part de l'énergie dans les charges, de la même manière, on demandait. Donc, la part de l'énergie, c'est plus de 25% dans les charges de l'entreprise pour 6% des entreprises. Mais selon les secteurs, dans le transport et logistique, c'est 33% de ces entreprises pour lesquelles les charges énergétiques couvrent plus d'un quart des coûts. Slide suivante. Je vais un peu vite, hein, et on leur a demandé aussi les actions mises en place. Il y a pas mal de gens qui font des actions, mais c'est quand même très peu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment commencé le travail, parce qu'on a 48% des gens qui ont optimisé l'usage des équipements, c'est bien, mais il y en a aussi 32% qui n'ont rien commencé à faire. C'est assez effrayant qu'on se retrouve dans une crise et que finalement les actions de base n'ont pas été faites, ni les actions de technique, d'efficience, ni les actions comportementales et d'usage. On passe à la slide suivante.
Et donc, pour pallier à ça, on a multiplié les événements à la fois régionaux, avec les partenariats avec les grands industriels, EDF, Engie, GRDF, mais aussi des événements en territoire. C'est hyper important d'être sur les territoires au plus proches, à Saint-Quentin, Beauvais, Soissons, Lens, Oust-Marais, des after-work énergie. On a accompagné aussi des événements plus à vision plus prospective, avec la tournée de l'ADEME sur les scénarios de transition 2050. Donc à la fois des réponses très pragmatiques, comment on lit une facture, et puis de la prise de hauteur. On a mené tout ça. Et je dois vous mentionner quand même qu'il y a un site national qui s'appelle les aides, il y a un les-aide.fr, où il y a toutes les aides destinées aux entreprises. C'est un site qui est initié et qui est administré par la CCI des Hauts-de-France, mais qui est un site national. Et tout le monde peut avoir accès à ça, lesaides.fr. Je pense qu'on l'a mis dans la carte heuristique, il me semble. Oui, absolument. Ils sont même en priorité en haut de la carte heuristique. Eh bien, super. Voilà. Donc, sachez qu'on est très fiers d'avoir initié cette chose-là. C'est basique, hein, c'est simplement un site où il y a tout. Il y a aussi sur notre site CCI Hauts-de-France, on a essayé de recenser plein de solutions. Donc, je ne sais pas si dans la carte heuristique, vous avez tout. Il y a par exemple des communiqués sur EcoWatt, sur toutes les initiatives des énergéticiens. Il n'y a pas seulement les aides, mais il y a aussi les explications. Et enfin, pour finir, si ça peut vous intéresser, il y a le site Rêve3 Entreprise, où là, on va de façon plus large proposer des solutions pour un enjeu plus de long terme, de transformation des entreprises. Même si aujourd'hui, elles ont la tête dans le guidon et qu'il ne faut pas lier à l'urgence. Oui, mais en fait, hier, elles avaient la tête dans le guidon pour d'autres choses, et c'est pour ça qu'elles n'ont pas vraiment entamé la transformation. Donc, on pense avec Rêve3 qu'il ne faut surtout pas sacrifier l'urgence de répondre à l'urgence énergétique avec l'urgence d'entamer cette transformation qui prendra du temps. Transformation des business models, mais je crois qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, Mathieu, c'est qu'à ce moment-là, on rajoutera une planche qu'on mettra à disposition avec les liens que tu citais éventuellement. Parfait. On pourra faire. Ensuite, voilà. Ah ben c'était d'accord. Voilà, oui, c'était tout. Voilà, j'ai essayé de faire bref. N'hésitez pas à me poser des questions et je serai ravi d'y répondre. Ok, il y en a quelques-unes qui apparaissent. Si peut-être une phrase quand même, on est tous quand même démunis, hein, avec les chefs d'entreprise qui me disent mais c'est pas possible, mais je vais pas tenir. Des fois on n'a pas de réponse, hein. Si ce n'est être là au bout du fil et leur dire qu'on les écoute, qu'on leur met à disposition les aides, qu'on ne peut pas remplir tous les formulaires pour eux, mais que c'est simple. Il y a besoin de beaucoup d'accompagnement humain là-dedans. Les aides ne suffisent pas. Merci Mathieu. Maintenant, nous allons... Tu peux passer les slides, Emmanuel? Oui. Très bien. Yves Noireau. Alors, dans votre cas, merci de vous être rendu disponible parce que j'ai vu sur LinkedIn et votre présentation le nombre d'activités ou de sollicitations auxquelles vous devez faire face et je dirais, votre engagement sur ces questions, puisque cet engagement va bien au-delà de votre entreprise, mais aussi est partagé avec vos collègues et votre écosystème. Alors, peut-être néanmoins, ce qui serait important, c'est que vous, comme pour les autres intervenants, vous ayez quelques mots sur votre activité aujourd'hui et nous présenter ce que vous faites dans le domaine de cette transition énergétique et de cette crise énergétique. Alors, si tu le permets, Robert, comme il était prévu que je présente Yves. Ah, pardon, mais oui, c'est vrai que moi j'entraîne. Mais il n'y a aucun problème. Donc, je vais reprendre deux choses. Donc, je vais parler plus de l'homme que de l'entreprise. Mais en fait, quand on parle de l'entreprise, on parle de l'homme, puisque ça fait partie des figures des entrepreneurs. Alors, je connais Yves depuis une bonne dizaine d'années. Que, comme tu le disais, il avait des activités de partage, puisqu'il était entrepreneur du conseil. Il a été vice-président de la Fédération nationale des chambres professionnelles du conseil. Et j'en fus l'un des présidents. Je viens de finir mon mandat. Donc, Yves est un entrepreneur au sens premier qui communique. Et aujourd'hui, il est aussi un patron, il est un équipier, il est un skipper d'entreprise. Alors, c'est une toute petite entreprise qui est très jeune puisqu'elle a 479 ans.
Je crois que d'ailleurs, Emmanuel, tu vas nous mettre le lien, tu vas nous ouvrir la page des fonderies de Souglan. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on voit le bandeau, on voit les fonderies, alors qu'il est une entreprise avec le plus vieux métier du monde, puisque je pense que 479 ans, ça commence à faire dans l'histoire une marque. On peut dire qu'elle est l'entreprise du patrimoine vivant, qu'à l'image de son chef d'entreprise, elle est portée vers l'industrie du futur. D'ailleurs, je crois qu'elle est référence et vitrine de l'industrie. C'est là aussi où on se rejoint, puisque je suis consultant industrie du futur. Je pourrais vous parler de la French Fab, je pourrais vous parler d'Yves en disant que c'est un homme qui a mis l'humain au milieu de l'équation. Je crois que c'est tout ça. Et je pense que derrière l'entrepreneur, il y a d'abord des hommes. Voilà. Clairement, c'est ça. Donc Yves, tu me pardonneras, mais je dirais que c'est le côté peut-être humain qui fait la réussite de l'entreprise. Voilà, tu pourras me reprendre. J'accepterai bien évidemment de prendre une correction là-dessus, mais je crois que c'est les humains qui réalisent. Et comme tu l'avais écrit il y a quelques années, seul on va plus vite, mais ensemble, on ira vachement plus loin. Voilà, à toi Yves. Point de, point de reprise, mais des remerciements. C'est tellement élogieux ce que vous venez de dire tous les deux que je vous en remercie. Alors, en fait, quand Philippe m'a interrogé si je voulais intervenir, j'ai réfléchi au point de départ. Le point de départ, bon, très rapidement, jusqu'à la cinquantaine, j'étais au bord de Suez versus Mestralet. Et puis j'ai complètement quitté, j'ai monté un cabinet, c'est là où on s'est connu avec Philippe. Et puis, dans mon parcours, eh bien, je me suis retrouvé à prendre en charge cette fonderie depuis maintenant, ça fera 10 ans à la fin de l'année 2023. Donc, quand je suis arrivé, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, un métier industriel, mais un métier en grande difficulté, car les fondeurs, et en particulier les fondeurs de ferreux, de fonte et d'acier, étaient prêts à toutes les compromissions pour pouvoir continuer à fabriquer et exister. Donc, et en particulier par rapport aux pays à bas coût. Donc, j'ai étudié, j'ai regardé, je me suis dit, bon, ce qu'il faut faire, c'est il faut innover. Et on est dans un dispositif qui, depuis 20 ans, on était depuis un peu plus de 20 ans déjà ISO 14001, eh bien, on va innover, on va protéger la planète. Donc, c'est la ligne de métro que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire on l'a matérialisée sous la forme d'une ligne de métro où on peut, un client, quelle que soit sa taille, par exemple, il peut rentrer en R&D, que ce soit une multinationale ou une TPE, quel que soit le client, on peut travailler avec lui sur la R&D. Alors, la R&D, pas n'importe laquelle, et ce que j'appelle l'innovation verte, on en parlera un peu plus loin. Donc, je m'arrêterai là pour la présentation de l'entreprise. Bon, on est Crédit Impôt Recherche, on est France Savoir-Faire Excellence, on est offreur de solutions avant d'être manufacturier, et puis très impliqué au niveau du territoire qu'est la TIRH. Je pense que Mathieu connaît le territoire. Bon, c'est quand même un territoire en assez grande difficulté. Donc, cette crise, elle m'a perçu cette difficulté de voir que dans ces moments-là, on amplifie, on accélère nos transformations. Et ce qui se passe avec l'énergie, mais pas uniquement, puisque nous, on a connu aussi début d'année fin d'année 2021, début 2022, à la fois la difficulté d'approvisionner en matières premières, mais aussi les coûts qui ont explosé. Donc, on a vécu une année, et puis après est arrivé les différentes hausses d'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz et l'électricité. Donc, ce que je perçois, sans aller tout de suite à la conclusion, ce que je perçois, c'est dans ces moments-là, rien n'est impossible. Il faut partir du principe que tout est possible. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, c'est une vision assez optimiste et positive des choses, mais oui, mais autrement, on plie ses affaires, on rentre chez soi. Hein.
Donc, il y a un côté, quand le changement est obligatoire, c'est là que l'on peut le mettre en œuvre. Donc, il y a eu ce premier volet. Et voilà ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on est basé depuis, c'est un plan et un projet qui s'appelle toujours CAP 2018, c'est-à-dire orientation sur 3 piliers, ce que j'appelle les 3 I, investissement, innovation verte et internationale. Et donc, on développe, dans le cadre du projet Industrie du futur notamment, et du fait que l'on soit vitrine, je vous rappelle que les vitrines, il y en a quand même seulement 111 en France. Quand on a été labellisé vitrine, il n'y en avait que 37, c'est en 2018. Et nos petits collègues, c'est qui? C'est Airbus, Safran, la TECOR, la SNCF et Bouygues. Je vous en donne que 5. Donc, les EPV, on est beaucoup plus nombreux, on est 1500, c'est la Ligue, c'est Hermès. Donc, on a à la fois un pied dans le savoir-faire ancestral, mais un pied dans le futur. Et grâce à quoi? Grâce à la slide que vous avez vue précédemment. Alors, l'innovation verte, elle ne se situe pas uniquement au niveau de la production, c'est-à-dire produit responsable, vous le verrez, ça sera l'objet de mon dernier slide, mais on propose à tous nos clients de nous indiquer quel est leur besoin, à savoir est-ce qu'ils souhaitent qu'une pièce dure plus longtemps, est-ce qu'elle doit être plus légère, est-ce qu'elle doit résister à la corrosion, est-ce qu'elle doit être moins chère, etc. Et on va mener des études. Et ces études, elles ne vont pas être uniquement pour trouver une solution à leurs problèmes, mais en plus de pratiquer l'économie circulaire. On propose systématiquement à tous nos clients depuis bientôt 10 ans maintenant, et donc j'ai appuyé sur l'accélérateur depuis début 2021, le rachat de leurs pièces usagées de matières premières dégradées, entre guillemets. Donc, ce phénomène d'accélération, il est aussi nécessaire et les ressources minérales seront aussi en difficulté dans les dizaines d'années qui viennent. La rareté, on a acheté beaucoup de chrome, par exemple, sur l'Ukraine. Bon, la guerre a fait que le développement international, il est basé justement sur cette économie, circulaire, et il est basé d'aller sur des marchés à l'export. Alors, on a un client un peu particulier. On travaille en construction navale pour des pièces de moteurs de bateaux et de sous-marins pour la marine américaine. On travaille pour l'US Navy. Donc, on renvoie là un niveau technique assez élevé, bien entendu. Alors, passons maintenant. Qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce que l'on fait? Donc, ce sera le slide suivant. Eh bien, tout simplement, j'ai recruté un ingénieur VTE vert. Donc, c'est le VTE vert, c'est quoi? C'est le volontariat territorial en entreprise, mais vert. Donc, c'est un ingé qui est arrivé pour faire, il avait déjà master licence en environnement et en management des risques environnementaux. Il est venu faire cette alternance et je l'ai embauché définitivement début 2021. Début 2022, pardon. Donc, c'est l'homme qui nous a permis notamment de décrocher la certification ISO 50001 au mois d'avril, management de l'énergie. Et on a monté avec lui, il est totalement autonome. C'est mon bras droit vert, c'est-à-dire que j'ai la chance, alors qu'on est une petite PMI, j'ai la chance d'avoir à mes côtés
un homme environnement, et un homme environnement qui est bien entendu sur la production responsable et bien entendu sur les propositions à nos clients de protéger la planète, mais il s'est retrouvé le premier acteur du plan d'économie que l'on a mis en place au mois de mars 2022. Alors, plan d'économie, en mars, je suis passé à 4 jours au lieu de 5. On fait nos 5 jours en 4 jours. Et l'année prochaine, s'il le faut, on passera à 3. Alors, vous allez me dire, OK, mais alors, on ne peut pas dépasser 10 heures par jour. S'ils font 35 heures, qu'est-ce qu'on fait des 5 heures? On va jouer la polyvalence à fond, à fond. Pendant les 5 heures qui restent, ils vont travailler sur d'autres tâches, ce qui fait qu'on va avoir une entreprise sous 2 ans complètement pluridisciplinaire. Donc, et ça, on l'a fait conjointement avec l'ensemble du personnel et bien entendu avec le CSE. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, j'ai quand même un peu de bouteille en tant que chef d'entreprise, il y a un niveau d'osmose entre notre CSE, nos équipes et nous que je n'avais jamais connu. Bien entendu, on a baissé le chauffage, mais pas d'1 degré, hein, de plusieurs degrés. Par contre, et en contrepartie, j'ai équipé tout le monde comme s'il devait partir au ski demain. Des vêtements de soie, des gants, des bonnets, des cagoules, des blousons, ils sont équipés pour faire face justement aux économies que l'on met en œuvre. Alors, bien entendu, dans les mesures, aussi, on est en train de passer toute l'entreprise en éclairage LED, mais je dirais que la partie phare du plan, c'est vraiment le passage à 4 jours parce qu'on a aussi gagné en productivité. On a un niveau de productivité qui a pris entre 20 et 25%. On produit beaucoup mieux sur un temps plus réduit. Je ne pense pas qu'on gagnera autant sur 3 jours. Mais clairement, il y a eu un effet déclencheur. Alors, je n'ai pas signé un accord, j'ai signé une revoyure tous les 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, on se revoit avec le CSE, on continue pas. Bien entendu, si on monte en activité, eh bien, on travaillera un 4e jour. On aura en face du chiffre d'affaires et de la marge, bien évidemment. Donc, cette évolution et tous ces projets, en fait, il y a différents projets autour des économies d'énergie, mais aussi de l'avenir de l'entreprise en passant par l'innovation et l'économie circulaire, la protection de la planète, puisqu'on est dans une démarche de production de produits responsables. Donc là, on peut passer à la dernière slide. Voilà ce que je présente à mes clients quand je les vois. Alors, vous voyez un petit logo REF3, puisque on est bien entendu en Hauts-de-France et on est embarqué depuis plusieurs années maintenant aux côtés du dispositif REF3. Vous voyez, 14 001, 50 001. À partir du moment où on consomme responsable, moins de manutention de production. La consommation de matières premières, il y a une activité qui est en train de se développer chez nous, c'est l'activité recyclage. Et bien sûr, moins d'empreintes CO2. Et par rapport à un client, on travaille beaucoup dans la biomasse, par exemple. On fabrique des chaudières, des barreaux pour les chaudières biomasse. Il y en a entre 500 et 4000 dans une chaudière. Donc, gain maintenance, gain productivité pour le client. Il devient vertueux. Notre action, je vais le dire avec toute l'humilité qu'il faut avoir, vise aussi à faire que nos clients soient de plus en plus vertueux et que nos confrères, de la même façon, soient de plus en plus vertueux. Moi, que mes confrères aient la même idée, enfin, me prennent l'idée de travailler de plus en plus en économie circulaire, ça ne me pose
aucun problème. Au contraire, au contraire. Et puis, bien entendu, diminution des risques et pénibilité et réduction de l'empreinte CO2. Donc, tout ce que vous voyez là, aujourd'hui, il y a ce projet complémentaire que l'on va voir, par exemple, dans la consommation matière, hein, où est mis en place donc une unité qui deviendra peut-être une entité à part entière de recyclage, de rachat de matières premières dépréciées. Et puis un deuxième volet, on adapte l'entreprise face aux difficultés des hausses des coûts d'énergie. Alors, je vais vous le faire rapidement. 300 000 € en 2021 de coûts d'énergie, gaz et électricité, 550 000 en 2022, et on va tangenter le million en 2023. 2022, au lieu de nous coûter 250 000 €, ça nous a coûté 80 000 € grâce à notre plan d'économie, grâce à notre passage à 4 jours. Amortisseur, nous, on va avoir 20%. On estime qu'on sera à 300 € à peu près du mégawatt. Bon, ben, l'amortisseur, c'est 20%. On va avoir 60 € de la part de l'État. Bon, c'est pas neutre, hein. Et plus on monte, moi j'ai des collègues, ils sont à 500. Hein. Bon, 500, c'est 30-35% d'aide de la part de l'État. Hein. Donc, c'est quand même pas rien, comme on dit. Mais je pars du principe aussi que l'État ne peut pas tout faire. La priorité, c'est le chef d'entreprise qui doit mettre en œuvre. Et je terminerai sur une action que je mène en ce moment avec les différents, et notamment le cabinet du ministre de l'Industrie, à savoir les entreprises bon élèves, comme les 50 plus gros consommateurs qui ont été reçus par le président Macron, c'est celle-ci qu'il faut aider en priorité. Moi, j'estime qu'à partir du moment où on fait les efforts, moi, tout ce que je fais, ce n'était pas prévu, changer des lampes, passer des LED, tout ça, il faut bien payer. Hein, ça. On sort, comme beaucoup d'entreprises, d'un PGE en 2020. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que 2023 va être une année charnière. Ça va vraiment être une année charnière pour beaucoup d'entreprises, bon, pour nous en particulier, puisqu'on est consommateurs, mais malgré tout ce que l'on est en train de mettre en œuvre, l'année 2023 va être critique, ça va vraiment être une année charnière. Ok, ben, merci beaucoup Yves et merci à tous les trois. Donc il nous reste un peu plus de 7 minutes là pour quelques questions. Alors il y a des questions effectivement qui apparaissent. Alors on va commencer par Jérôme. La baisse de la production de pétrole associée au retard des transitions énergétiques implique une hausse des prix de l'énergie et donc de l'inflation. Connaissez-vous des prévisions d'inflation fiables à l'horizon 2030? Je serais très riche si j'avais des prévisions d'inflation à 2030. Je vais juste vous donner un référentiel pour que tout le monde l'ait en tête. Ne croyez pas une seconde que la BCE et la Fed américaine, donc les banques centrales, savent exactement ce qu'elles font. Aujourd'hui, elles pilotent à vue les taux d'intérêt pour voir quel effet ça va avoir sur l'inflation. Et leur rêve, c'est d'arriver à passer entre les gouttes, entre calmer l'inflation et ne pas générer une récession. Est-ce qu'elles vont y arriver? Je n'en sais rien et elles ne savent pas plus que moi. Et là, je vous parle juste de l'année prochaine. Donc 2030, oubliez, si vous voyez des prévisions là-dessus, elles ne veulent rien dire aujourd'hui. Et regardez, qui aurait pu prévenir l'invasion de l'Ukraine? Moi, je ne dis pas, il y avait des signes, mais vous voyez comment ça a bouleversé. Certains parlent de démondialisation, rien qu'un événement comme ça. Ce que je peux vous prédire, c'est que des événements de ce type, j'espère moins malheureux, moins violents, vont nécessairement se produire dans les 8 ans qui viennent. C'est sûr. Merci Jérôme. À Mathieu, parmi les dispositifs pour accompagner la transition, BPI et l'ADEME proposent aux PME des diagnostics décarbonation. Avez-vous un retour d'expérience sur ce dispositif? Alors moi c'est tout frais. J'en sors. J'ai eu énormément, je peux
je peux vous dire en quelques mots, je l'ai là d'ailleurs, quels sont, c'est un diagnostic écoflux. On a, au niveau du plan d'action, on a obtenu un certain nombre d'éléments auxquels on n'avait pas forcément réfléchi. J'arrive pas à l'ouvrir. Bref, je pense que ce diagnostic écoflux, c'est un élément d'échange et qui va permettre justement aux chefs d'entreprise, bon, nous, très vite, on nous a dit qu'on avait de l'avance, qu'on avait déjà fait beaucoup de choses. Donc, on est bien entendu sur la récupération de la chaleur fatale. Bon, parce que on va essayer d'en faire un peu plus. Mais c'est mon VTE vert qui a surtout bossé avec les ingénieurs qui sont venus. Moi, j'ai trouvé que leur intervention, ils ont mis en place des compteurs. C'est-à-dire, ils ont découpé nos consommations de façon encore plus fine. On a appris qu'il fallait qu'on remplace nos compresseurs. On a combien ça va nous coûter et le ROI, en combien de temps on va récupérer notre investissement. Enfin bref, je vous donne rapidement 2-3 exemples. Voilà. Le diag écoflux par l'ADEME, BPI et par l'État. J'en sors, je vous dis, il y a 15 jours. Mathieu, tu veux apporter un complément? Oui, alors nous, CCI, on ne fait pas les diag écoflux parce qu'on a développé une offre similaire, mais qui nous semble un peu plus complète. Après, franchement, ça dépend du conseiller qui administre les diag. Hein. Ce que dit Yves me paraît très complet, donc je n'ai rien à dire. Donc, en tout cas, nous, on a une approche très pragmatique. On part d'un diagnostic. Je pense qu'il est vraiment important, c'est de ne pas se focaliser sur l'énergie seule. C'est hyper important. Énergie, regarder l'eau, regarder les matières, faire un tour complet de l'entreprise, être très pragmatique, avoir des conseillers qui connaissent les machines, qui posent des questions simples. Ah, cet équipement-là, vous l'avez changé il y a combien de temps? Est-ce que vous l'avez fait maintenir, etc. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Donc, s'il y a un conseiller qui s'est bien opéré, c'est super. Et puis derrière, avoir un listing de pistes d'action concrètes en très peu de temps, en dépensant peu, quoi. Et être capable d'avoir des premiers éléments de diagnostic. Par exemple, alors tout le monde veut mettre du panneau photovoltaïque aujourd'hui. OK, mais avoir des repères en disant là, bon, votre toit, c'est pas la peine d'y passer, de faire passer un bureau d'études là-dessus. Il y a peu de surface ou c'est mal orienté. Avoir des repères comme ça, c'est ça dont tout le monde a besoin aujourd'hui à court terme, c'est sûr. Et après, notre stratégie, c'est de mettre en place tout de suite des outils d'économie très pragmatiques. Et ensuite, les entreprises rappellent 6 mois après, bah, je suis prêt, je l'ai fait, je veux continuer. Et donc, dès le départ, au-delà d'un simple… Parce que EcoFlux, c'est beaucoup opéré par des… Moi, c'est une machine de guerre de conseillers qui sont payés à la Presta. Le PPI a beaucoup d'argent. Mais derrière, moi, ce que j'aime bien dans le métier qu'on fait, c'est continuer dans la relation au fil du temps et avoir un partenariat sur 1, 2, 3 ans pour continuer. Et à un moment donné, hop, on bascule sur la transformation. Voilà, je crois que c'est vraiment ça le but. On parle beaucoup de massification. Bah, pour massifier, ce n'est pas compliqué. Hein. Je donne beaucoup d'argent à un gros acteur qui va sous-traiter un maximum. C'est un peu le modèle BPI, ce que je comprends. Ça marche avec une certaine limite. Il reste quand même maintenir une relation humaine et dans le temps, et vraiment être sûr que la transformation, elle se fait dans le long terme. Donc la massification a une limite. Pour moi, mais ça tient aux individus qui le font, quoi. Voilà. La qualité, c'est beaucoup d'humain et c'est beaucoup de bon sens. Tout à fait en phase. D'ailleurs, on est prêt à accueillir le dispositif de la CCI sans aucun problème. Effectivement, on travaillera main dans la main dans la continuité. Super. Si je peux me permettre, je vais ajouter un élément. Il y a quelques années, donc l'ADEME a formé quelques consultants, dont je fais partie, sur quelque chose qui s'appelle MFCA, qui est la gestion des flux matières et des flux d'énergie. Donc en fait, quelques-uns comme moi sont formés
à ces outils. Juste pour vous dire que dans le monde du conseil, il y a aujourd'hui des gens qui sont ou des ingénieurs ou des scientifiques, mais qui ont ces multicasquettes. Et comme le rappelait Yves, le multipotentiel ou la polyvalence, je pense que c'est là où l'une des réponses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième sur lequel je voulais intervenir, c'est qu'au niveau des arts et métiers, il y a une association qui s'est créée, dont je suis le président, qui s'appelle Amocène. Il y a 25 ingénieurs qui distribuent un peu de leur énergie gracieusement pour des entreprises en difficulté, plutôt des TPE et normandes. Donc, on a confirmé la nécessité de poursuivre et on se rend compte d'une chose que vous avez rappelé, Mathieu, mais que Yves met en avant sans le dire vraiment, que Jérôme n'a pas évoqué, mais je pense qu'il le dit aussi, c'est le côté humain. C'est-à-dire l'écoute est une nécessité aujourd'hui. Comme vous l'avez montré et comme Jérôme l'a montré sur l'un des tableaux et comme Yves l'a rappelé sur l'optimisme, attention, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de solutions dans l'accompagnement humain que dans les outils. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Et donc, les arts et métiers, aujourd'hui, portent Amocène. La SOS a été donc un prescripteur, entre guillemets. Aujourd'hui, on va maintenir cette démarche. J'espère qu'on n'existera pas trop longtemps. C'est un peu comme Coluche. Je pense que les Restos du Cœur, c'est comme Amocène, c'est pas fait pour durer. Et si ça dure, c'est qu'on a peut-être une problématique. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci Philippe. Peut-être une dernière question. Alors, ok, je vois qu'on a dépassé un peu le temps. Alors, les dernières questions, elles s'adressent à Yves. Il y en a 3, mais je pense qu'il y en a une qui a déjà été répondue sur est-ce que le fait de passer à 4 ou 3 jours a apporté des baisses de facture. Il me semble que vous avez donné des chiffres tout à l'heure. La question, une autre, c'est au regard de l'urgence de l'innovation verte, quelles seraient vos recommandations concernant la formation des ingénieurs? Et autre question, quel est l'impact de la nouvelle réglementation carbone adoptée par la Commission européenne sur votre entreprise? Est-ce que cette réglementation sur le carbone ne pousse-t-elle pas à la délocalisation des fonderies? Une rapide réponse. Je n'ai pas la réponse à la question. La première, par contre, sur la deuxième, à savoir, est-ce que ça ne pousse pas? Il est clair que si on n'innove pas et si on ne protège pas la planète, quels que soient les industriels, compte tenu de la hausse de l'énergie, et comme tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, ne serait-ce qu'aux États-Unis, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, il ne faut pas oublier les États-Unis, c'est sûr qu'on risque de voir nos unités de production peut-être, mais aussi les productions tout simplement, partir à l'étranger. C'est sûr qu'on a un point de vigilance. C'est pour ça qu'il faut absolument bouger. Sur la première question, je suis intervenu il y a 2 ans, il y a un peu plus d'1 an et demi, à Talents for the Planet. Il y avait toutes les écoles. Je me souviens plus s'il y avait les arts ou pas, mais il y avait beaucoup d'écoles. Et j'intervenais justement sur comment intégrer l'innovation verte, parce que ce n'est pas uniquement verdir la production. C'est aussi apporter aller jusqu'à du deep tech, vraiment des choses nouvelles dans la conception, la réalisation bien sûr, mais voilà, études, conception, réalisation, avoir. Donc moi, personnellement, alors sachez que je suis administrateur de la Fédération Forge-Fonderie, du CETIM et du CTIF, le Centre technique de la fonderie, qui a comment dire, si cette école existe encore aujourd'hui, c'est grâce aux arts, puisqu'il y a un lien très fort avec les arts et métiers. Et je suis donc aussi administrateur de l'ESF, l'École supérieure de Forge-Fonderie. On en parlait il n'y a pas longtemps de ce. Il est impératif d'intégrer une part liée à l'innovation verte, continuons de l'appeler comme ça, dans la formation d'ingé. L'innovation verte fait partie intégrante, pour ne pas dire doit être en première ligne dans les formations des écoles d'ingénieurs demain. L'industrie ne renaîtra que grâce à ça.
Moi, c'est une conviction profonde, certes, mais quand je vois tous les outils, alors j'ai rien contre la numérisation, bien sûr qu'il faut aussi avoir le 4.0, d'ailleurs, le 4.0, ça a 10 ans, donc il faudrait peut-être bien aller un peu plus loin. Je fais la foire de Hanovre, je l'ai faite jusqu'à 2019. Je parlais avec des collègues allemands qui me disaient, bon, allez, arrête avec ton 4.0, c'est nous qui l'avons inventé, et maintenant, ça fait longtemps que c'est dépassé. Ceci dit, clairement, moi, de ce que je vois, le lien entre la recherche et l'entreprise, c'est une chose, mais je pense qu'il doit y avoir des passerelles avec les écoles d'ingé. Voilà, je crois vraiment que la recherche, donc l'innovation, d'ailleurs, très souvent, les doctorants, bien entendu, ont fait des études d'ingénieurs, mais maintenant, la protection de la planète en fait partie intégrante. Donc, je crois que dans les écoles de demain, j'ai aussi une autre conviction qui est la mienne, c'est l'apprentissage. L'apprentissage doit être poussé. C'est même plus de l'apprentissage. Demain, l'éducation doit intégrer pas uniquement des stages, mais faire que les étudiants, quels qu'ils soient, les ingés encore plus peut-être, parce qu'il y a une partie pratique qui me semble fondamentale. On doit travailler avec une partie des études en entreprise. Merci Yves. Peut-être, Emmanuel, s'il n'y a plus de questions dans le chat. Il n'y a plus de questions. Donc, on va s'arrêter. Je voudrais simplement poser une question quand même à Jérôme. Il nous a parlé de sa prochaine publication qui tourne autour justement de l'humain, c'est-à-dire des freins qui existent. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sans effleurer complètement le sujet? Alors, en fait, c'est l'étude que j'ai sortie en septembre et qui était beaucoup plus macro et qui utilise des travaux d'une anthropologue qui s'appelle Marie Douglas, qui suggère que le fait qu'on ait du mal à tous s'entendre, on va dire, entre écologistes plus radicaux, entre soutien de la croissance verte, etc., on a du mal à se parler, est lié à des visions du monde et que les chiffres ne permettront même plus d'avancer. Donc, je vous rejoins complètement sur ce qui a été dit, entre autres, monsieur Noireau, mais je crois que j'ai oublié votre nom, monsieur de la CCI, je suis désolé, je vous présente mes excuses, sur l'aspect humain. Donc, mon étude, c'était plutôt sur les changements de comportement. Vous pouvez la trouver sur mon site. Donc, c'est plutôt une analyse sociologique, anthropologique, grande échelle et qui parle du dialogue politique. Mais pour rebondir sur cette histoire d'industrie 4.0, je me permets de vous glisser très vite. Le département recherche de la Commission européenne a sorti un rapport sur l'industrie 5.0 et vous serez heureux de voir que l'humain est au centre du sujet de cette nouvelle définition et que moi, je n'arrête pas de le répéter partout parce que je fais un peu le tour des médias avec la sortie de mon livre. On a plus besoin d'innovation socio-économique que presque d'innovation technologique, même si elles sont absolument nécessaires. Hein. C'est pour ça que je trouve très intéressant l'expérimentation sur les 4 jours, voire 3 jours, qui, je pense, a autant de valeur que l'économie circulaire dans les stratégies à mettre en place. Merci, merci Jérôme. Je vous propose donc de nous arrêter là pour aujourd'hui. La période fait que je vous souhaite à tous un joyeux Noël et passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis. Et de regarder 2023 avec beaucoup d'espoir parce qu'il y a, comme je pense tous les intervenants l'ont montré, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de caractère, de conditions humaines à remplir pour aller de l'avant et rester confiant. Et en tout cas, travailler d'arrache-pied pour que le monde de demain soit toujours acceptable pour tous et pour la grande majorité des habitants de cette planète. Merci à tous et puis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci Robert. Merci à tous. Merci à tous. Merci Yves. Merci Jérôme. Merci Mathieu. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Mathieu, à tous. Et au revoir. Et À très vite. Philippe. Bonne fête. Au plaisir. Bonne fête à tous. Au revoir. Bonne fête.